Journaux ou encore remous au sein même de l'Union sacrée. Il s'agit de la Constitution. Le sujet est pour ou contre les changements de la Constitution. Jean-Messier Félix Senga, bonjour. Bonjour. Êtes-vous pour les changements de la Constitution parce que 20 ans après sa promulgation, donc le 18 février 2006, la Constitution aujourd'hui, la classe politique dit que ça ne répond plus au contexte politique actuel du pays. Vous, en tant que politique ou encore acteur politique, quelles sont vos impressions? D'abord, comment devrez-vous dire la classe politique dit? Cette classe politique est constituée de qui? Qui sont ceux-là qui ont dit, qui eux, à eux seuls représentent la classe politique? Donc d'abord c'est erroné, on ne peut pas dire la classe politique. Il est vrai, 20 ans après, nous venons de célébrer le 20 ans de la Constitution. Et je vous informe, à cette occasion, un symposium a été organisé à l'hôtel Pullman par la fondation Conrad. C'est une fondation allemande. Elle a dû inviter certains professeurs, dont 2 Béninois et un Sénégalais. Et je signale en passant, le Sénégalais est celui qui a été parmi les étrangers qui avaient été associés à la rédaction de cette constitution. Ouais. De leur point de vue, les Sénégalais disent cette constitution est pratiquement la meilleure d'Afrique. En tout cas, je serais très mal à l'aise d'apprendre. Je serais malade d'apprendre qu'on aurait touché à cette constitution. Gardez-la, c'est un outil de très bien qu'on a doté au Congo. Et d'ailleurs, la France s'en est inspirée en rapport avec son système judiciaire à copier quelque chose de la constitution de la RDC. Donc vous comprenez combien c'est une constitution assez riche, assez fouillée. Et les 2 autres ayant abondé pratiquement dans le même sens, mais seulement eux se sont plus attardés sur la philosophie dans laquelle cette constitution a été rédigée, donc son esprit et la lettre qui devait comprendre au même moment. Et finalement viendra le professeur André Mbata de l'Union sacrée qui avait été associé à ce symposium. Eh bien, tout ce que j'ai pu retenir de propos du professeur Mbata, il a dit cette constitution est l'une des meilleures en Afrique. Est l'une des meilleures. Le professeur Mbata. Le professeur Mbata a dit est l'une des meilleures de l'Afrique. Mais seulement, toute constitution, toute œuvre humaine est faite des imperfections. Ouais. Et même cette constitution, quand vous la voyez dans son propre texte, elle prévoit qu'elle peut être révisée. Ouais. Voilà le propos du professeur Mbata ce jour-là. Et viendra également le professeur De Vos Kitoko, qui, en tant que politicologue, il a essayé d'aborder la question sur 3 angles. Il a vu d'abord, il a abordé sur la question de la préhension, comment les gens appréhendent, et la question de fait et la question de communication. Et réunissant les 3 éléments, il a démontré le contexte et consort qu'il n'était pas approprié. Donc, à mon humble avis, les propos, la question de vouloir réviser ou changer la Constitution ne tombe pas à propos, parce que le contexte ne s'y prête pas. Lequel contexte, vous le savez, dans notre propre Constitution, il est dit, pendant la période d'état de siège, on ne peut pas réviser la Constitution. Ouais. Ça, c'est le texte qui l'est dit. S'il faut qu'on respecte la Constitution, le premier citoyen est censé être le modèle et donner l'exemple. Ouais. Non, il ne peut pas se précipiter aujourd'hui, lui, à lever l'état de siège. À l'époque, quand on lui demandait la nécessité de cet état de siège, ouais, il estimait qu'il n'avait pas à s'expliquer devant le Congolais. Lui connaît la pertinence pour laquelle il a décrété cet état de siège. Ouais. Donc, étant dans cet état-là, lui ne peut pas
se permettre de réfléchir comment reviser ou changer la Constitution. Non seulement ça, nous sommes dans l'état de guerre. Pendant la guerre, doit-on changer la Constitution? Pour quelle fin? Pour quelles raisons? La Constitution ne nous permet pas de faire la guerre, ne nous permet pas d'utiliser telle ou telle arme, ne nous permet pas d'avoir de bonnes gestions pour que nous ayons des armes qui nous permettent de faire face à l'agression. Non. Et même alors, pendant la guerre, ou au moment où une très grande partie de notre pays est occupée par les agresseurs rwandais. Et ce Congolais-là, vous les excluez du débat, vous les excluez du moment que, quand il fallait faire le référendum pour voter s'il fallait adopter la Constitution ou pas, ils ont fait partie. Aujourd'hui, par la volonté d'un individu, il estime que lui, il a suffisamment de pouvoir pour exclure d'autres Congolais pour se prononcer sur la question de la Constitution. Donc, de ce point de vue seulement, vous vous rendez compte que ça tombe mal, ça ne tombe pas à propos. Donc, le temps ne nous permet pas d'aborder la question. Nous avons des sujets très brûlants qui nous devions aborder, notamment celui du dialogue national inclusif, que de s'attarder, que de perdre le temps sur l'idée de vouloir changer ou réviser la Constitution. Mais lui-même aussi ne s'est pas prononcé sur le changement de la Constitution. Ce sont juste ses acolytes, si je peux dire ainsi. Et vous vous souviendrez que cette Constitution provient des dialogues de Sun City, où les belligérants, les MLC, RCD, Joseph Kabila en Afrique du Sud. Donc, comment est-ce qu'après 20 ans, une Constitution qui est dite des belligérants ne doit pas être révisée ou changée? Vous dites deux choses. D'une part, il ne s'est pas prononcé. Ouais. C'est comme si nous lui mettons le mot dans la bouche. D'autre part, vous-même vous posez la question de savoir une constitution qui a fait 20 ans, qui serait venue, d'après vous, des belligérants. Ouais. Pourquoi doit-on la garder? Ouais. Le problème, c'est le temps, le nombre d'années que la Constitution a existé qui pose problème? Je ne pense pas. La Constitution américaine, aujourd'hui, elle a plus de 200 ans. Plus de 200 ans. Et pendant tout ce temps, qu'elle n'a été amendée que 22 fois, en 200 ans, elle n'a jamais été changée. En Grande-Bretagne aujourd'hui, ils n'ont pas de constitution écrite. Ils ont ce qu'on appelle la constitution coutumière. Okay. Donc, une constitution à l'oralité. Eh bien, on ne l'a pas modifiée. Le problème de la Constitution, c'est quoi, messieurs les journalistes? La Constitution n'est que un texte juridique qui définit les institutions de l'État, d'une part, et qui organise la relation entre les différentes institutions. Ouais. Et qui consacre les droits fondamentaux de l'homme, les droits fondamentaux des citoyens. C'est ça, la Constitution. Maintenant, les choses étant, quand on regarde notre Constitution, pouvons-nous dire que cette Constitution nous a amené à un certain déséquilibre sur le plan des institutions? Non, c'est la Constitution qui donne un équilibre. De toutes les constitutions que nous avons eues jusqu'à preuve du contraire, celle-ci est une Constitution qui fait que le pouvoir, les institutions ont un certain équilibre, donc, et par conséquent, ont une certaine stabilité. C'est l'élément recherché. Dans notre Constitution ici, il y a au moins 50 articles qui ne parlent que des droits fondamentaux des citoyens, des droits fondamentaux de l'homme. Donc, quoi de plus bon, mieux de garder cette Constitution que de vouloir la torturer par la volonté d'un seul individu. Et quand vous posez la question de savoir, lui n'a pas parlé, comment vous dites lui n'a pas parlé? Il en a parlé 2 fois. Il en a parlé pour la première fois à Kisangani, à moins que vous ayez une courte mémoire, il en avait parlé. Pour la deuxième fois, il en a parlé à Lubumbashi. Pour la troisième fois, il en avait parlé à Mbujimaï. Donc lui en a parlé, c'est lui l'initiateur de cette idée-là. Parce qu'il a des idées qui trottent derrière sa tête. Et même l'article qu'il avait évoqué, sur lequel il s'est appuyé pour dire nous devons modifier la Constitution, il a interprété de manière mensongère.
il a faussé, il a déformé le contenu de l'article. Comment ça? Nous pouvons bien le lire, cet article, c'est l'article 217. C'est celui-là qu'il a évoqué à Lubumbashi. Se fondant sur ça, il a dit, eh bien, nous devons changer parce que cette constitution concède une portion des terres, cède une partie de notre territoire aux étrangers. Il a affirmé ça haut et fort. Pourtant, quand vous lisez cet article 217, vous ne verrez pas qu'il est question de céder les territoires, par contre d'abandonner momentanément sa souveraineté. Et ce sont deux notions différentes, la notion de souveraineté et la notion de cession de terre. Si le premier citoyen à son niveau commet cette erreur, qui du reste est une erreur monstrueuse, je vois mal comment nous allons le suivre dans ce débat. Il est vrai, nous sommes dans un pays où la plupart de la classe politique congolaise est constituée des hommes sans caractère, des hommes sans vision, des hommes qui ne savent pas pourquoi ils s'invitent en politique, pourquoi ils sont en politique. Des hommes qui, pour eux, la politique est seulement un tremplin pour se faire de l'argent, pour devenir riche au détriment de la population. Ce sont ceux-là qui suivent aveuglement. Regardez le comportement ahurissant, le comportement puéril des sénateurs. Le fait que un des leurs s'est prononcé, a engagé sa personnalité, et a fait recours à l'intelligence et au réalisme compte tenu du contexte. Et il a estimé que le problème qui se posait au Congo était plus celui d'hommes que celui des textes. Effectivement, la réaction qui s'ensuit, c'est celle qui démontre réellement que ce qu'il disait était vrai, que le problème qu'il y a au Congo, c'est le problème d'hommes, ce n'est pas un problème de texte. Parce que s'il y avait les hommes dignes au Sénat, on n'aurait pas un comportement aussi enfantin, parce qu'il a dit, il ne trouve pas de raison de changer directement, on va le virer, on va le chasser du bureau du Sénat. Mais peut-être sa sortie médiatique était trop tôt. Il ne fallait pas se prononcer aussitôt directement. Étant membre du présidium de l'Union Sacrée, c'est comme s'il a trahi sa plateforme politique, ne voyez-vous pas? C'est quelle philosophie? Non, j'ai dit ceci. C'est quelle philosophie? Est-ce que ce que je suis en train de dire, ma famille politique s'est réunie, a décidé que dorénavant, voilà comment nous allons aborder la question concernant la Constitution. Non, le fait que j'en parle, je dois être frappé, je dois être mis de côté parce que je suis nuisible. Non, tout simplement c'est la petitesse d'esprit qui caractérise les opérateurs politiques congolais qui a amené à cette réaction-là. C'est ça. Il s'est prononcé très tôt comment? Celui qui s'était prononcé pour le changement l'a fait il y a, je crois, 2 ans. Ouais. Mais là, 2 ans après, quand quelqu'un réagit, c'est très tôt. Par rapport à quoi? Peut-être qu'il fallait emboîter les pas aux autres. Je cite notamment M. Bochab, qui est l'un des constitutionnalistes de ce pays, le professeur Jacques Njoli Sengekeli, le rapporteur de l'Assemblée nationale, qui est aussi l'un des constitutionnalistes. Peut-être pour eux, ils ont vu qu'il fallait que M. Bahati aussi puisse emboîter les pas. Comment est-ce qu'il vient en contre-courant de ce qui s'est dit dans son siège politique? À mon avis, les débats ne devaient pas se focaliser sur le comportement des avares, sur le comportement des flatteurs, sur le comportement des gens sans caractère. Les débats ne devaient pas se focaliser sur... Bochab, c'est quoi? Bochab, il est docteur en droit constitutionnel, il est professeur d'université, tout comme André Mbata, tout comme Njoli que vous avez cité, tout comme Essambo, sont tous des professeurs en droit. Il y en a d'autres qui les soutiennent dans ce sens. Ouais. Regardez, ils ont quelque chose en commun. Ils sont de l'Union Sacrée. Ouais. Ça, retenez ça. Ils ont quelque chose en commun, ils sont de l'Union Sacrée. 2, le comportement du politique congolais, c'est d'être, quand quelqu'un a le pouvoir, vous ne pouvez que ramper. Vous ne pouvez jamais dire non à ce qu'il dit. C'est ça, être un bon élève. Donc, vous voyez, là, on ne fait pas appel à leur savoir-faire, à leur intelligence, on fait appel au fait de vouloir vouloir devenir un bon élève par rapport à M. Tshisekedi.
Donc, leur comportement ne serait pas un comportement qui amènerait le Congolais à dire voilà les hommes qu'il faut suivre. Non, ils font montre d'une petitesse. Bochab a dit même une bêtise. Oh, la Constitution à 17 ans, l'âge mature de la Constitution, c'est 17 ans. La Constitution de la France, à quel âge? C'est depuis 1958. Ça fait 70 combien d'années? La Constitution américaine, je venais de le dire tantôt, c'est 200 ans. Et maintenant, la théorie de Bochab, à quoi tient-elle? Donc vous comprenez qu'il y a les gens qui aiment se mettre en exergue avec des bêtises, qu'avec du sérieux, qu'avec le sens d'honneur, le sens de responsabilité. Ils aiment se mettre en exergue par des bêtises. Moi, j'ai pitié de Bochab. Et même, j'ai pitié de lui. D'abord, j'ai pitié de lui. Bochab, c'est le même quand il était au PPRD qui nous a dit que cette constitution, on ne devait que la changer. La changer pour quel objet? Parce qu'il fallait que Kabila reste au pouvoir. Parce qu'il était avec Kabila. À ce moment-là, Mbata, constitutionnaliste aussi, à l'époque, comme il n'était pas avec Kabila, comme il n'était pas dans la marmite, Mbata a démontré, a remué ciel et terre pour démontrer que cette constitution est la meilleure, on ne pouvait pas la changer. Ils se sont opposés pour des raisons d'intérêt, pas pour des raisons d'intelligence. Aujourd'hui, Bochab rejoint Tshisekedi. Il vous dit, on doit changer pour que Tshisekedi reste avec l'espoir que lui peut aussi mettre la main à la pâte et avoir sa part de gâteau. Mais il est honnête à lui-même. Le travail. Mais il est honnête à lui-même parce qu'il a gardé sa position. Avec Kabila, il a dit on doit changer pour que Kabila reste au pouvoir. Avec Tshisekedi, il garde la même position en disant que non, on doit changer pour que Tshisekedi garde. Mais on ne veut pas qu'il est cohérent. D'abord, il n'y a pas d'honnêteté, il n'y a pas de cohérence. La cohérence, c'est par rapport aux idées, par rapport à la logique. Aujourd'hui, l'argument qu'il donne, c'est l'âge. À l'époque, il demandait qu'on change. La Constitution n'avait même pas 12 ans. Vous comprenez? Il avait 6 ans. Vous comprenez? Donc, il n'est pas logique. Ouais. Il n'est pas cohérent. Donc, on ne peut pas mettre ça sur son compte, dire il est cohérent, il est logique. Non. Ce ne sont que des petits avares qui cherchent les prochains dollars à mettre dans la poche. Pour ce faire, il faut dire du n'importe quoi pour contenter celui qui est au pouvoir, afin qu'il le regarde avec un bon œil pour qu'il se retrouve. Donc c'est ça leur préoccupation, c'est ça leur démarche. Ce ne sont pas ces individus comme ça que nous, le Congolais, nous allons commencer à suivre. J'ouvre une petite parenthèse. Je voudrais dire ceci. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'affairent à dire, vous voyez combien les États-Unis sont en train de chuter parce que c'était la première puissance mondiale. Pourquoi? Parce que Trump est entouré plus des juristes. Vous voyez combien la Chine est en train de monter. La Chine monte en force. Pourquoi? Vous verrez que ceux qui gouvernent la Chine, la plupart sont des ingénieurs. Ouais. Vous voyez la différence entre quand les juristes sont aux affaires et quand les ingénieurs, les scientifiques sont aux affaires. Quand les juristes, ils parlent, ils n'amèneront jamais ces pays au développement. Je les défie, on peut leur donner ces pays 1000 ans, ils n'amèneront jamais au développement. Vous regardez aujourd'hui combien, face à l'armée la plus puissante du monde, sur le plan de la technologie, sur le plan aérien, qui sont les États-Unis d'Amérique, l'Iran tient. Pourquoi? Parce que l'Iran, je vous informe, produit 2500 ingénieurs par an. Le Congo produit 5000 juristes par an. Regardez, la flèche du Congo va vers le bas, celle de l'Iran va vers le haut. Okay. Donc vous comprendrez qu'il y a des gens plus à suivre qu'à suivre ceux qui font du bruit, qui ne peuvent pas amener au développement. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est le développement. J'ai dit, quel était l'objet? Quel est l'objet? L'objectif poursuivi par une constitution. Une constitution, c'est garantir les droits humains, les droits des citoyens. Une constitution, c'est amener un certain équilibre au niveau de l'appareil de l'État. Une constitution, c'est d'amener que le pouvoir soit stable. C'est ce que cette constitution nous amène. Maintenant, que nous veut Bochab? Que nous veut Njoli? Que nous veut Essambo? Tout simplement parce que
Eux, ils ont fait le droit et ils estiment qu'ils ont, et même alors, parce qu'ils ont fait le droit, est-ce que c'est eux qui doivent décider du changement de la Constitution? Mais ils peuvent influencer, la population va aller au vote. Malheureusement, ils ne vont pas influencer parce qu'ils vont nous rencontrer sur leur terrain. Surtout qu'ils n'ont aucun argument. Surtout qu'il n'y a pas l'article qu'ils évoquent, ils l'ont tordu. Ils ont tordu l'article, ils lui ont donné un sens qui n'est pas le sien. C'est quel article ils ont tordu? Je parlais de l'article 217. Je parlais de l'article 217. Donc ils l'ont tordu. Si les traités, les accords. Non, l'article 217 dit que le Congo, pour préserver, promouvoir l'unité africaine, peut contracter un accord qui vous permet d'abandonner momentanément votre souveraineté, pas céder votre territoire. D'ailleurs, je donne un exemple. Les États-Unis d'Amérique aujourd'hui. Vous me permettez de lire la Constitution? Oui, lisez. Constitution, article 217, la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association et ou de communauté comportant un abandon partiel des souverainetés en vue de promouvoir l'unité africaine. Mais on a vu ça, M. Jean-Félix Senga, avec l'accord de l'Emera. Si aujourd'hui Kagame se frappe la poitrine en disant que non, il a des terres à réclamer au Congo, vous ne voyez pas que non, c'est à cause de cet article. Mais monsieur le journaliste, ne m'indignez pas. Ne faites pas honte à la noblesse de votre métier. Ne suivez pas aveuglement ce que nous racontent les bourreaux de la République du Congo, c'est-à-dire ce pouvoir de l'Union sacrée. Ça n'a rien à voir. Ici, on parle de promouvoir l'unité africaine. Vous parlez de Kagame qui réclame les terres au accord de l'Emera. L'accord de l'Emera, c'est pour promouvoir l'unité africaine. Non, il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. Au nom de la paix, on peut céder la... Même alors, oui. Tout est réglé, tout est organisé, tout est protégé par l'article 214. Vous pouvez aussi le lire. L'article 214 protège. Donc ce n'est pas un individu qui va se réveiller le matin, il cède une portion de terre à Kagame ou à qui ou à que sais-je encore. Non. Lisez l'article 214. L'article 14 dit: les traités de paix, les traités de commerce et traités des accords relatifs aux organisations internationales et au règlement de conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent l'échange et l'injonction des territoires ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Ni la cession, ni l'échange, ni l'injonction des territoires n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie de référendum. Vous avez la réponse avec vous. Maintenant, ce qu'eux disaient venait d'où? Ce qu'eux disaient là, ils tiraient ça d'où? De leur imaginaire, tout simplement parce qu'ils sont animés de mauvaises intentions. Leur préoccupation à eux, ce n'est pas cet article. Leur préoccupation, c'est la ruse de vouloir changer la constitution pour que eux demeurent au pouvoir. C'est tout ce qui les préoccupe. Ce n'est même pas une intention que je leur prête. Parce que la précipitation avec laquelle ils veulent toucher à la Constitution du moment que nous sommes dans un état de siège. La précipitation avec laquelle ils veulent toucher la Constitution du moment que nous sommes dans l'état de guerre ne s'explique pas. Voilà pourquoi ils n'ont pas raison d'en parler. Donc si il s'agissait de céder une partie de notre territoire, ce n'est pas M. Félix de décider, ce n'est pas à tous ces aventuriers qui sont au Sénat, au Parlement de décider, c'est au peuple congolais de décider par voie de référendum. Donc, c'est réglé. Que personne ne cherche à manipuler les gens pour vendre une idée qui ne soit pas vraie, de sorte qu'il atteigne son objectif, celui de changer la constitution pour qu'il demeure au pouvoir. Vous étiez à l'opposition. Quand Joseph Kabila, en 2011, a révisé la constitution, notamment la loi Bakajika, qui prévoyait les sols et les sous-sols congolais appartiennent à l'État. Aujourd'hui, dans la nouvelle article dans la nouvelle constitution de 2011, cet article-là a été omis ou encore a été retiré. Maintenant,
Pourquoi pas? Parce que la loi Bakajika permettait la protection des sols et des sous-sols. Aujourd'hui, nous avons des carrés miniers qui ont été octroyés aux particuliers. Aujourd'hui, il y a des spoliations des terrains de l'État parce que la loi Bakajika n'existe plus. Voyez-vous pas que non, on peut aussi soit revoir la Constitution pour remettre cette loi-là et donner plus de pouvoir à l'État congolais en rapport avec sa matière d'État. Je veux rencontrer votre préoccupation. Si votre souci serait celui de revenir aux 2 tours pour l'élection présidentielle, si votre souci, il n'y a pas de mal. Moi, je ne dis pas que la Constitution ne peut pas être révisée. Je n'ai pas osé. Donc vous êtes pour la révision? Je ne suis pas pour. Je ne suis pas pour. Et quelle est votre position? Est-ce que vous voulez comprendre ce que j'ai dit? Sur demande de l'Union sacrée, de réviser ou de modifier la Constitution, maintenant, je ne suis pas pour. Okay. Mais j'admets que la Constitution elle-même prévoit dans son propre texte qu'elle peut être révisable à certaines matières près. Ça, j'accepte. Donc, on peut toujours le faire. Mais dans quel contexte, dans quelles circonstances? C'est là où le problème se pose. Est-ce que vous m'avez compris? Donc je suis clair comme l'eau de roche. Si on me pose la question, est-ce que la Constitution peut être révisable? J'ai dit, d'après la Constitution elle-même, elle peut être révisable. Si on me pose la question de savoir, est-ce que la Constitution peut être changée? Je peux dire, d'après la Constitution elle-même, elle ne peut pas être changée. À moins qu'on fasse un coup d'État, qu'on fasse un coup de balai. Mais maintenant, comme elle peut être révisable, devons-nous réviser certains articles maintenant? D'abord, ceux qui parlent de révision ne nous énoncent pas, ne nous disent pas quels sont les articles qu'ils veulent réellement changer. Ils ne nous disent pas. Ils s'étaient fondés sur l'article 217 en lui tordant le cou pour essayer de faire passer leur manipulation. Mais honnêtement, ils ne disent pas quels sont les articles que nous allons réviser. Ça, c'est un. Donc, j'admets, d'après la Constitution, par respect pour la Constitution, qu'elle peut être révisable. Mais le contexte doit être aussi reconnu par la même Constitution. Le contexte par lequel nous passons ne permet pas qu'on évoque même pas cette question. Cette question, la question qui devait être sur les langues de Congolais, préoccuper les Congolais, c'est de définir, de garantir leur avenir en leur donnant la paix, la sécurité et en recouvrant l'intégrité territoriale. C'est ce qui devait préoccuper le Congolais. C'est ce que nous disons, nous. Donc, par les temps qui courent, ce qui est plus important, c'est de parler du dialogue inclusif que de faire perdre le temps aux gens, que de renvoyer les gens à Couillonville avec la question de la révision ou du changement de la Constitution. Est-ce les dialogues là que vous évoquez, est-ce que va ramener réellement la paix dans ce pays? Je peux dire, oui, je comprends que les gens se posent des questions, c'est normal. Mais j'aurais voulu que les gens se posent des questions intelligibles. Se poser des questions, c'est bien, mais que les questions soient intelligentes quand même. Et nous, je peux dire ceci, par analogie. Nous avons eu combien de dialogues dans ce pays? On en a eu beaucoup. Et à l'issue de chaque dialogue, il y a eu accalmie, il y a eu la paix. Il y a accalmie après partage de pouvoir. Non, j'ai dit, non. Au fait, finalement, votre préoccupation, c'est quoi? Votre préoccupation, c'est le partage de pouvoir. Votre préoccupation, c'est la paix, la sécurité. Votre préoccupation, c'est quoi? Dites-moi, vous, votre problème, c'est quoi? Tout dépend de la personne qui insiste sur la tenue du dialogue. Ça dépend de leur motivation, non. Parce que tout dépend de leur motivation. Ne donnez pas l'impression que le Congolais n'est pas mature. Ne donnez pas l'impression que le Congolais ne sait pas ce qu'il veut. Moi, je sais ce que je veux en tant que Congolais. En tant que Congolais, je veux que nous ayons la paix sur toute l'étendue de la République. En tant que Congolais, je veux que tous les Congolais de quelque province soient-ils, soient sécurisés. En tant que Congolais, je veux que le Congo reste uni, c'est-à-dire recouvre son intégrité territoriale. C'est ce qui me préoccupe moi. Maintenant, si on me dit
la démarche qui nous amènerait à recouvrir l'intégrité territoriale, à sécuriser tous les Congolais, à donner la paix à tous les Congolais, la démarche, c'est que M. Tshisekedi a décidé de faire la guerre au Rwanda. Moi, je veux dire, tant mieux. Mais malheureusement, nous avons pratiquement approché nos amis. Ils sont incapables de faire la guerre. Ils sont incapables de chasser les Rwandais. Ils sont incapables. Ça, c'est d'une part. Mettez ça dans la balance. Ne mettez pas ça. Ils sont incapables. Moi, je me dis, s'ils étaient capables, nous nous confierons à eux. Mais malheureusement, ils sont incapables. D'autre part, nous avons ce que nous appelons le Congolais méchant pour une raison de frustration, pour une raison de tel ou tel autre. Tu prends les armes et avec ces armes, toi, on ne fait que se servir de toi par le Rwanda pour tuer, décimer tes propres frères à toi pour les intérêts du Rwanda. Et toi, on t'envoie partout pour aller défendre l'intérêt du Rwanda que de nous dire quel est le problème qui t'a poussé toi à prendre les armes. Donc, d'une part, vous avez les incapables de récupérer les territoires, les incapables. Donc, le pouvoir de Tshisekedi est incapable. C'est ce qu'il faut avouer. C'est ce qu'il faut admettre. Vous affirmez ça. Vous n'avez pas fait ce constat. Vous avez un constat contraire. Vous avez un constat contraire. Nous pouvons entrer en détail en réfléchissant. Aujourd'hui, vous vous hasardez à lancer des drones, oui. De temps à autre. Ça fait quand même des dégâts là-bas. Ça fait les dégâts dans le camp de Rwandais. Ce qui fait quand même un peu plaisir aux Congolais. Mais vous n'arrivez pas à délivrer les Congolais qui sont entre les griffes du Rwandais. Vous n'arrivez pas à le faire. Mais il y a des vous ne saurez pas. Vous ne saurez pas. J'ai dit il y a des territoires qui sont reconquis par nos forces. Vous pouvez me citer les territoires reconquis par le pouvoir, par les armes, et dans ces territoires, nos militaires sont déjà à pied d'œuvre là-bas. Il y a Minembwe. Vous pouvez? Il y a Minembwe. Oui. Il y a la ville de... Au sud Kivu, il y a un territoire là. Non, il faut le citer parce que vous connaissez. Oui, j'ai cité déjà Minembwe déjà. Minembwe est déjà reconquis par nos forces loyalistes. Il y en a d'autres, peut-être je peux... Non, écoutez, j'ai insisté que vous devez savoir ce que vous voulez. Vous ne devez pas parler pour le plaisir de parler. Moi, je vous ai dit quelles sont les préoccupations qui sont les miennes et quelles sont les préoccupations qui devraient être en principe de Congolais. Ouais. C'est-à-dire, nous, il nous faut la paix. Nous, il nous faut la sécurité. Nous, il nous faut recouvrir l'intégrité territoriale. Ce que le pouvoir est incapable de faire. D'autre part, nous avons le Rwandais qui a saisi l'opportunité au travers de certaines brebis galeuses congolaises et ils occupent nos territoires. Les choses étant, nous disons ceci. Aujourd'hui, le pouvoir sème la confusion, entretient une confusion que, au lieu, quand vous les recevez, de leur poser des questions, vous n'arrivez pas. Vous avez peur, vous attendez vos questions pour les tourner vers l'opposition. Et nous sommes toujours prêts à répondre. Quoi? Doha. Je vous informe. Qui dit Doha? À Doha, on ne discute jamais. On ne parle jamais de l'intérêt du Congo. À Doha, on ne parle que de l'intérêt du Rwanda. Est-ce que vous le savez en tant que journaliste? Vous le savez. Ouais. Quand vous prenez les 8 points de l'accord de Doha, ouais. On a déjà traité de 2, il reste 6. Il n'y a que l'intérêt du Rwanda. Vous allez encourager ce pouvoir à aller à Doha pour aller parler de l'intérêt du Rwanda? Je ne pense pas. Nous, au niveau de la Mouka, nous avons anticipé. Nous avons compris que ces gens, il faut les piéger. Nous, il nous faut un accord, un dialogue national inclusif. Au cours de ces dialogues, tous ceux qui sont congolais, des AFC, des M23, c'est eux qu'on enverra pratiquement au dialogue. Parce que, bien entendu, les véritables Rwandais auront peur. Ils fuiront. Et même quand ils viendront sous l'étiquette du Congo. Nous allons poser les bases au dialogue. Nous venons ici en tant qu'opérateurs politiques ou membres de la société civile, membres des mouvements citoyens congolais, pour parler du Congo, pour parler de l'avenir du Congo,
pour parler de l'avenir de nos enfants, de notre patrimoine qui nous a été donné par Dieu, que nous devons léguer à notre descendance. Nous sommes là pour ça. Donc, nous allons essayer de réfléchir quelles sont les causes profondes qui amènent toujours des troubles au Congo. Quelles sont les causes profondes, les causes lointaines, les causes endogènes, les causes exogènes. Nous réfléchissons sur ça. Quelle est la thérapeutique que nous pouvons proposer pour que cela ne vienne pas encore prochainement? Vous pensez que les Rwandais auront à dire? Ceux qui sont Rwandais, ceux qui vont se dissimuler, ceux qui vont se faire passer pour des Congolais comme le pauvre Nyarugabu qui lui crie à tout bout de champ, lui il se fait passer pour un Congolais bien qu'il est Rwandais, tantôt il est Munyamulenge, tantôt il est Rwandais, tantôt... Bref, vous comprenez. À ce moment-là, les Rwandais ne vont pas poser les problèmes du Rwanda au dialogue congolais qui ne concerne que le Congo. Et à ce moment-là, les engagements que nous allons prendre, les décisions que nous allons prendre, qui du reste seront consensuelles, ces décisions-là seront opposables à tous. De ce fait, nous allons nous accorder à récupérer notre territoire parce que les Rwandais n'auront plus de motifs. On va leur couper les herbes aux pieds. C'est ce que vous semblez ne jamais comprendre en voulant jouer à l'intelligent en posant la question. Au dialogue, vous allez récupérer. Parce qu'à tous les dialogues, aujourd'hui, c'est pas aussi grave que ça ne l'était en 2001, en 2002. Il y avait 4 républiques. À Sun City. Il y avait 4 républiques à Sun City. Ouais. Il y avait 4 républiques, j'insiste. Ouais. Grâce au dialogue, on a dû recouvrir l'intégrité territoriale. Maintenant, c'était à ceux qui étaient au pouvoir de travailler pour voir comment pérenniser la paix et la sécurisation de nos frontières et de nos citoyens. Malheureusement, celui qui était au pouvoir, c'était un missionnaire rwandais, je veux dire Kabila. Aujourd'hui, ce que nous vivons, celui qui a travaillé pour planter ces décors-là, c'est Kabila. Donc vous comprenez que les contextes sont différents. À l'époque, ils ont trouvé la solution, mais à l'intérieur, il y avait quelqu'un qui continue à travailler pour le Rwanda. Ouais. Est-ce que prochainement, ça devrait être comme ça? Non. Qu'est-ce qui fait que vous ne comprenez pas que cela va déboucher sur une solution? Je voudrais aller encore très loin, parce que vous semblez avoir une préoccupation. Oh non, vous allez faire le partage de pouvoir. Oui. J'ai dit ceci. Nous allons aller au dialogue, pourquoi? Parce qu'il y a une crise. Oui. Il y a une crise multidimensionnelle. S'il n'y avait pas de crise, quel est ce Congolais qui appellerait au dialogue et qu'on lui prêterait l'oreille? On ne le ferait pas. C'est parce qu'il y a une crise. Cette crise-là, le président Tshisekedi est incapable de la résoudre lui-même. Donc, en tant que premier citoyen du pays, c'est dans son intérêt à lui que nous allons le plus vite possible au dialogue pour résoudre le problème. Parce que lui, entre lui et moi, lui, on dira, il est le père de la nation. Ouais. En tant que père de la nation, il trouve normal que la nation reste plongée dans la misère, dans la crise, qu'il y ait plus de 6 millions de Congolais qui ont abandonné leur foyer, qui sont en brousse, qui n'ont ni eau, ni courant, ni leurs enfants n'étudient pas, ils ne savent pas manger, ils ne savent pas s'habiller. Est-ce que lui peut trouver normal? Il se bat, mais c'est Or, la solution est au dialogue. Mais lui préfère contourner cette solution pour aller se jeter dans les bras des Rwandais à Doha. Mais je me demande, est-ce que ce n'est pas une trahison par hasard? C'est pas vous qui le proposez, que vous voyez que non, c'est une bonne solution. C'est une bonne solution. Peut-être pour lui, s'il veut que ce n'est pas une bonne solution, l'atteinte du dialogue en République du Congo. Mais je vous dis ceci. Si lui était censé bien comprendre les choses, et s'il avait compris, il se hâterait à convoquer ces dialogues-là. Malheureusement, il traîne les pieds parce qu'il semble ne pas comprendre. Moi, je me pose maintenant la question, est-ce que réellement il ne comprend pas? Parce que quand je vois M. Tshisekedi que je connais bien, il n'est pas aussi bête que ça, c'est qu'il comprend. Quand il comprend, ça veut dire qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Ouais. Donc, M. Tshisekedi, trouve-t-il du plaisir, lui, à consacrer la balkanisation dans ce pays? Parce que refuser les dialogues inclusifs, au cours duquel nous allons recouvrir l'intégrité territoriale pour embrasser les dialogues de Doha, ça veut dire
il est plus préoccupé par les intérêts de son ami Kagame que les intérêts du Congo, d'une part. Ça, c'est un. De deux, quand Tshisekedi veut, pendant ce temps de guerre, pendant le temps où nos territoires sont occupés par les Rwandais, et que c'est à ce moment-là que lui veut modifier la constitution, c'est-à-dire il veut exclure les autres Congolais là, quand il modifiera la constitution, les gens du sud, du nord Kivu seront aussi concernés. Oui. En quoi seront-ils concernés? Parce qu'ils ne sont pas sous notre législation. En quoi seront-ils concernés? C'est-à-dire, Tshisekedi consacre la partition. La constitution concernera la partie où lui dirige, et les autres là, il les laisse entre les mains de Kagame. Et vous ne trouvez pas que si c'est comme ça, c'est que c'est une ruse, c'est que M. Tshisekedi distrait le Congolais, c'est que M. Tshisekedi se serait entendu avec Kagame. Bon, chacun joue sa partition, toi tu joues la tienne, moi je sais comment je vais embobiner ce peuple, surtout que l'opérateur politique congolais qui cherche les pains me soutiendra sans condition, et je vais amener le peuple à Gouillonville et nous allons consacrer la balkanisation. Je crains que ça ne soit ça. Et si ce n'est pas ça, il est temps que M. Tshisekedi, en tant que premier citoyen du Congolais, du Congo, en tant que père de la nation, comprenne que lui a tout intérêt à trouver la solution à la crise qui frappe le Congo, qu'à continuer à tergiverser sans raison. Et la solution pour trouver la paix au Congo, c'est le dialogue. C'est le dialogue, c'est la voie royale. Oui, la théorie du dialogue, ce n'est mentionné nulle part dans la Constitution de la République du Congo. Pour dire que non, ce n'est pas constitutionnel. À chaque fois qu'il y a un problème au Congo, on doit toujours recourir au dialogue. Maintenant, vous insistez tant avec la CENCO et le CC. Quelles sont les garanties que vous pouvez donner aux Congolais qui n'ont une fois aujourd'hui, il y a la tenue du dialogue, le peuple congolais va retrouver la paix et l'intégrité territoriale? D'abord, vous dites, ce n'est pas mentionné dans la Constitution. Oui. D'abord, je commence par relever un abus de langage. J'entends toujours les ministres Mouyaya et les autres membres du gouvernement, et même M. Tshisekedi, parler de l'opposition armée. Oui. Vous avez déjà entendu? Oui, est-ce que c'est consacré dans la Constitution? Est-ce que c'est consacré dans la Constitution? Donc, eux ont droit aux erreurs. Ils ont droit aux erreurs, d'après vous, de commettre des erreurs. Parce qu'ils sont en train de torpiller la Constitution. Donc, il faut leur demander de changer de langage. Il n'y a pas, la Constitution ne reconnaît pas une opposition armée. La Constitution ne reconnaît que la majorité, le pouvoir en place et l'opposition. Point full stop. Il n'y a jamais eu d'opposition armée. Ce sont des rebelles. C'est ce que la Constitution reconnaît. Ouais. Et donc, il faut les traiter tels quels. Ouais. Et non pas falsifier les choses. D'une part. D'autre part, nous disons ceci. Nous avons étudié la situation et nous avons fini par comprendre. La solution ne peut se résorber que par le dialogue. Pourquoi? Je vous dis que l'accord de Doha, c'est un accord qui ne concerne pas le Congo, qui ne garantisse que les intérêts rwandais. Ouais. D'autre part, l'accord de Washington. L'accord de Washington, commençons par le commencement. Quand M. Tshisekedi commence l'accord de Washington, son idée première c'était, je voudrais dans cet accord qu'on parle minéraux sécurité. Ouais. C'est-à-dire le Congo disponibilise les minéraux, les États-Unis nous garantissent la sécurité. Mais maintenant, pose-toi la question en tant que journaliste. Mais d'où est arrivé que sur la table des négociations, lors des signatures, qu'on se retrouve Tshisekedi Kagame? Kagame est venu d'où? Il est venu faire quoi? Il est membre des États-Unis, il est une branche des États-Unis. Lui, il se retrouve là-bas comment? Parce que les minéraux sont les minéraux congolais. C'est le Congo qui devait signer l'accord minéraux sécurité. Il y a eu des accords. Non. Il y a eu des accords qui ont été signés ce jour-là. L'accord de paix entre RDC Rwanda et l'accord économique entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Apparemment, on semble ne pas se comprendre. Quand Tshisekedi est allé chercher les Américains, ouais. Kagame était aussi parti chercher les Américains. Maintenant, lui, il s'est retrouvé là-bas comment? C'est ça d'abord ma question. Et ça devait être votre question aussi. Et ça devait être la question de tous les Congolais. Kagame s'est retrouvé là-bas comment? Parce que Tshisekedi, lui, s'est battu, dit-on, pour l'intérêt du Congo, contre le Rwanda. Maintenant, le Rwanda s'est retrouvé là-bas comment? Ça, c'est un. De deux,
Parmi les accords signés, il y a l'accord économique entre Congo et Rwanda. Vous n'êtes pas au courant. Il y a l'accord économique. Alors moi, je me demande encore, comment le Congo est occupé par le Rwanda? Une partie du Congo est occupée par le Rwanda. Comment nous pouvons, dans ces conditions-là, signer un accord économique? Vous trouvez ça logique, vous trouvez ça normal, vous trouvez ça humain, vous trouvez ça correct? Il n'y a que Tshisekedi pour faire des choses pareilles, et ceux qui l'accompagnent aveuglement, qui ne comprennent rien. Bref, vous comprenez que l'accord de Washington même demande que pour qu'il s'applique, qu'il s'exécute, il va falloir que les Congolais eux-mêmes se mettent d'abord autour d'une table, recouvrent l'intégrité territoriale. C'est alors que les États-Unis peuvent peut-être les aider en sécurisant les sites qu'ils vont exploiter. Tant que nous n'avons pas encore recouvré, c'est un problème. Ça, c'est 3. 4. Vous savez que dans l'accord de Washington, là, c'est un accord totalement déséquilibré. C'est le Congo qui est désavantagé. Le Congo n'a que 3% de gains. Le Rwanda qui nous agresse à 10%. Les États-Unis ont 55%. L'Europe, le Japon, la Corée du Sud, les 32% qui restent. Vous trouvez ça normal? Alors posez à M. Tshisekedi, comment pouvez-vous faire des choses pareilles? Comment avez-vous pu faire des choses pareilles? Il faut lui poser des questions. Voilà pourquoi nous voulons l'accord, le dialogue inclusif. Au cours de ces dialogues, nous allons évoquer tous ces sujets sans tabou. Bien que ce n'est pas constitutionnel. Voilà pour... Non, moi j'ai dit ceci. Est-ce que la Constitution est contre la paix? Non. La Constitution n'est pas contre la paix. Mais la Constitution travaille pour la paix. Ouais. La Constitution n'est pas contre la paix. La Constitution n'est pas contre la sécurisation du Congo. La Constitution n'est pas contre le recouvrement de l'intégrité territoriale. Si le dialogue peut nous permettre d'avoir ça, est-ce que ça sera antinomique à la Constitution? Je ne pense pas. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Le débat a été très tendu avec M. Jean-Félix Senga. Avec lui, nous avons échangé autour de ces sujets pour ou contre la révision ou encore le changement de la Constitution. Il a donné son avis, il a donné ses arguments, en tout cas, il a gardé vraiment sa position comme étant politicien de l'opposition. Je rappelle qu'il est le premier vice-président de la plateforme politique Lamuka. Et en tout cas, c'est par ici que nous mettons un terme à ces numéros. La rediffusion est prévue pour ce samedi à 11h. En tout cas, restez branchés à tous les programmes de Télé 7, la télé républicaine. Quant à moi, je vous dis sincèrement merci et merci M. Jean-Félix Senga. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, chers téléspectateurs, au revoir.